Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 8 avril, c'est le 12h45. Très heureux de vous retrouver et vous merci de maintenir votre fidélité à Live TV pour vous informer. Voici l'essentiel de l'actualité à la mi-journée de ce jour. Et on commence comme toujours par les titres. Côte d'Ivoire, la lecture du Conseil des ministres, le dernier en date, annonce la mise en place des ministres gouverneurs de district. Ces personnalités pourront être choisies parmi certaines personnalités sortantes du gouvernement. On vous en parle. Et puis gros plan ce midi sur les femmes ministres du gouvernement. Patrick Hachi, le portrait de ces femmes au cœur du pouvoir dans un instant. Enfin, autre place, autre focus, nous vous emmenons à la découverte des poteries de Tanou Sakassou, des pièces rares cachées dans nos campagnes. Restez avec nous, ça pourrait vous donner des idées pour améliorer votre intérieur. Et bienvenue. Nous débutons ce journal en revenant sur le dernier conseil des ministres en date et le tout premier du gouvernement Hachi. Hormis le chapitre relatif au cas de messieurs Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé qui a occupé le haut de l'actualité hier, le chef de l'État avait à cette occasion tenu à exprimer sa gratitude aux ministres sortants pour leur contribution au développement de notre pays durant de nombreuses années. Il a par ailleurs annoncé que d'autres missions leur seront confiées, notamment dans le cadre de la mise en place des ministres gouverneurs de district pour renforcer la décentralisation de l'action gouvernementale. Ils n'ont pas démérité, a-t-il ajouté. Ceci avant de féliciter et de souhaiter beaucoup de succès à l'ensemble du nouveau gouvernement, les anciens nouveaux ministres, de même que les secrétaires d'État avec à sa tête le Premier ministre. Pendant ce temps, nombre de mairies de Côte d'Ivoire ont été paralysées hier par une grève des agents lancée par un collectif de syndicats. Cette grève a fortement perturbé plusieurs mairies d'Abidjan et de l'intérieur du pays où des documents administratifs sollicités par les usagers n'ont pu être délivrés et des mariages programmés n'ont pu être célébrés. Nous imaginons les détresses que cela a dû occasionner. Le collectif en colère réclame en priorité l'annulation de la mesure de suspension du paiement des indemnités de départ à la retraite des agents des collectivités territoriales. Dans la foulée, le ministère de tutelle, à savoir le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a réagi, poussant les discussions avec les concernés, avec pour effet que le collectif convoque une assemblée générale pour ce jeudi à la Bourse du Travail de Treichville afin de statuer sur la conduite à tenir. Mais la liste exhaustive des revendications est longue comme le bras et comporte des points comme la revalorisation de la prime de transport, le paiement de diverses indemnités et avantages et autres réformes. Espérons un dénouement heureux et rapide de cette situation pour le bien de tous, surtout pour les mariages. Revenons à la politique. Après la révélation de la nomenclature du gouvernement Patrick Jérôme Hachi et avant les cérémonies de passation de charges qui s'annoncent, la rédaction a pris le parti ce midi de s'intéresser en priorité aux femmes qui le constituent. Elles sont 8 au total, 7 ministres et une secrétaire d'État. Honneur aux femmes, piliers d'État, leur portrait au bout de la plume de Madou Souyepié. Reportage. Le gouvernement Patrick Hachi compte 8 femmes, dont 7 ministres et une secrétaire d'État. Qui sont-elles ? À 62 ans, Kandia Camara est la première femme nommée ministre d'État par Alassane Ouattara. Elle occupe le 2e rang protocolaire du gouvernement, après le Premier ministre Patrick Hachi. Anciennement ministre de l'Éducation nationale, ce pilier du parti au pouvoir depuis les années 1990 est aussi devenu ministre des Affaires étrangères. Niale Kaba, 59 ans, est ministre du Plan et du Développement depuis 2016 et avec Patrick Hachi, elle y reste. Cette experte des questions fiscales et budgétaires a fait son entrée au gouvernement en 2011 en tant que ministre de la Promotion du Logement, puis elle devient la première femme ivoirienne nommée ministre de l'Économie et des Finances en 2012. Elle reste donc la planificatrice en chef du gouvernement. Anouloto. Dans ce gouvernement signé Patrick Hachi, il va falloir un nouveau surnom à celle qu'on appelle affectueusement Maman Bulldozer pour son action au ministère de la Salubrité qui lui colle pratiquement à la peau depuis son arrivée en 2011 sur la scène gouvernementale en tant que ministre. Après la salubrité et la solidarité, elle est nommée à 54 ans ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Maria Toukone, députée maire du département de Boundiali, reprend le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à Kandia Camara. Elle a déjà été ministre 3 fois sous Alassane Ouattara. À 51 ans, l'experte dans le domaine du foncier rural, la famille, genre, santé, développement rural, éducation, cohésion sociale, conduira la politique de l'éducation nationale avec une nouvelle mission, l'alphabétisation. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant revient à Nasseneba Touré. Cette spécialiste de la communication a commencé sa vie professionnelle aux USA
dans une entreprise spécialisée dans la téléphonie mobile et Internet. À 49 ans, après plusieurs années de militantisme pour le compte du RDR, la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme s'engage dans sa première expérience ministérielle. Miss Belmonde Dogo, anciennement secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, elle devient la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. À 45 ans, celle qui a réussi à ancrer son courant politique dans une région réputée bastion du FPI devient une ministre avec la mission de s'attaquer à deux sujets cruciaux dans le vivre ensemble, la solidarité et la pauvreté. Arlette Badou Nguessan Kwame. 43 ans, est la plus jeune des nouvelles entrantes. Devenue maire de la ville d'Ara, comme son père, cet agent de l'ARTCI est aussi la nièce du président du FPI, Afi Nguessan Pascal. Elle va occuper ce poste de ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle en remplacement de Raymond Goudou-Kofi. Caillot Marie Clarisse, la dernière, cadre de la Caisse nationale de la protection sociale, CNPS, est nommée secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi chargé des Affaires sociales. Alors que l'atteinte de la parité est l'objectif recherché, ce niveau de moins de 20% de femmes semble être contrebalancé par le fait que ces femmes tiennent des postes piliers dans l'action gouvernementale. Et puis on en parlait déjà hier soir, le constat effectué ces dernières années révèle qu'elles sont nombreuses, voire de plus en plus nombreuses, ces personnes atteintes de calvitie, qu'elles soient d'origine génétique, maladive ou dues à des pratiques humaines très mauvaises pour le cheveu et ou le cuir chevelu. Les nouvelles sont bonnes, car il est désormais possible pour toutes ces personnes atteintes de calvitie ou de perte de cheveux de retrouver leur chevelure d'antan ou leur crinière. Grâce à ces nombreux centres de traitement qui existent désormais dans le pays, André Assemi et Roméo Tapé vous expliquent tout ça dans ce reportage. Ces dernières années, afin de répondre aux demandes des personnes qui ont des problèmes avec leurs cheveux, perte, entretien plus soigné, les instituts de traitement capillaire voient de plus en plus le jour dans le pays. C'est le cas du centre Florence Santé du cheveu qui a été créé en 2019. Dans ce centre, tous les types de calvitie ou perte de cheveux sont traités. En moyenne, c'est une vingtaine d'individus qui sont traités quotidiennement dans cet institut. Parmi elles, Sandrine Anouman qui avait des pertes irrégulières de cheveux. Après 6 mois de traitement, elle affiche aujourd'hui une chevelure abondante. Je retrouve un peu l'éclat de mes cheveux, la brillance de mes cheveux. Je me sens un peu mieux par rapport à avant. Selon la directrice de ce centre, la calvitie chez les hommes peut être due à un excès d'hormones qui accélère le cycle de vie du cheveu, rendant la chute plus rapide. Chez les femmes, la perte de cheveux peut être causée par des défrisages trop rapprochés ou à certaines pratiques de coiffure, voire l'utilisation de certains médicaments. Aujourd'hui, grâce à différentes techniques, des solutions sont apportées à tous les types d'anomalies capillaires. Après le diagnostic capillaire, nous faisons soit un soin. Si l'anomalie nécessite un soin au laser, nous avons un peigne à infrarouge qui va permettre de stimuler les follicules pileux et entraîner la pousse du cheveu. On peut aussi aller avec ce qu'on appelle des soins à vapeur, le steamer, qui va être soit des soins à base de plantes, soit des soins à base de kératine, soit des massages capillaires. Au sein de la population, certains ont perdu leurs cheveux suite à un cancer. C'est le cas d'Ami Kamagaté qui a perdu ses cheveux après avoir subi une chimiothérapie. Alors, est-ce qu'on a déjà fait la chirurgie? Non, pas encore. On a fait la radiothérapie, d'abord la chimiothérapie. Vous êtes à combien de séances? 15 séances. Aujourd'hui, elle espère retrouver ses cheveux grâce à un traitement capillaire au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, qui est le centre de pointe dans le traitement du cancer. Chaque matin, quand je me réveille, je voyais mes cheveux dans le lit, au salon, partout où je passe, les cheveux tombaient. J'ai vu des femmes aussi qui sont passées par là, les cheveux sont bien poussés. Et c'est ce qui m'a poussé à venir. En effet, ce centre s'occupe du traitement capillaire de façon gratuite de toute personne ayant eu un cancer et qui souhaite retrouver ses cheveux. Pour la directrice du centre d'oncologie, ces personnes gagneraient à le faire dans son institution. Parce que la chute des cheveux en cancérologie n'a pas la même origine que la chute des cheveux habituels. Et les produits qui sont proposés sont adaptés à la problématique du cancer. Voilà pourquoi nous proposons aux personnes qui sont touchées par le cancer de se faire proposer tant qu'elles peuvent ces soins et mieux de les faire dans notre hôpital. Aujourd'hui, ces différentes techniques de traitement du cuir et chevelure existent et toutes les personnes qui veulent retrouver une belle coupe et bien paraître ont bien plus de choix.
Et c'est noté. Sans transition, changeons l'orientation de nos spots pour remettre en lumière ce midi ces savoir-faire qui se transmettent de génération en génération. Nous emmenons en balade à Tanou Sakassou, un petit village de potiers à quelques kilomètres de Bouaké où l'on façonne des œuvres potières plus belles les unes que les autres. Ce sont des créations made in Côte d'Ivoire, réputées et qui alimentent de nombreux marchés d'art du pays. Et derrière ces œuvres d'art se cachent des tranches de vie. Nous avons pu tourner dans ces ateliers où les gestes doivent être précis et parfaits. Spencer Ilanga, Ugege, reportage. Tanou Sakassou, un village qui est loin d'être comme les autres. Un village des potiers. Il abrite une communauté de potiers qui, depuis une dizaine d'années, sculptent l'argile et façonnent certaines des plus belles poteries du pays. Ici, dans cet atelier, la poterie est une affaire de génération. Anissi est aujourd'hui celui qui porte le flambeau. À Tanou Sakassou, nous faisons de la poterie avec de l'argile. Et notre argile, c'est bien ça. C'est là, c'est la matière première, c'est le brut de l'argile qui est là. On va aller creuser à environ 2 km d'ici. C'est là que se trouve notre carrière. Tamiser cette argile-là pour avoir de la poudre fine d'argile qu'on va utiliser pour le travail. C'est-à-dire ça, vous voyez. Voilà, donc c'est ça. On a notre poudre qu'on a mouillée, mettre sur un support en bois et déposer sur le tour. Et là, on va commencer à confectionner comme il est en train de le faire actuellement. Ces potiers travaillent d'arrache-pied chaque jour pour produire des créations toutes plus splendides les unes que les autres. Le fait main, c'est la fierté de ces poteries où les mêmes gestes sont reproduits depuis des lustres. Ici, on a toutes sortes de designs. On a les pots pour la lumière de la chambre, on a les pots pour la cuisine. Voilà. On a aussi des pots pour le jardin. On a aussi des pots qui vont nous servir juste à décorer au salon. Ça, c'est souvent pour les crèches. Voilà, justement, c'est un modèle qui saute beaucoup pendant la période des fêtes de fin d'année. Au catalogue, une centaine de pièces de tout genre. Ici à Tanou Sakassou, la poterie est une activité du patrimoine vivant qui s'enrichit de multiples influences. Autrefois considérée comme une activité de femmes, elle est aujourd'hui l'affaire de tous. Dans nos traditions, vous savez que les hommes ne font pas la poterie. C'est les femmes qui font la poterie. Les hommes sont sculpteurs ou tisserands ou bronzés, vous voyez. C'est un peu comme ça que tout se passait avant. Les choses ont changé, c'était... D'abord, ça a commencé par moi. Moi, je me suis dit, mais tiens, si les femmes font la poterie, mais pourquoi pas les hommes? Bon, il est arrivé un temps où il fallait que les hommes mettent leur grain de sel. Chaque année, il faut créer de nouveaux effets, lancer de nouvelles collections pour rester compétitif et faire vivre les quelques 20 artisans employés ici. Aujourd'hui, les créations des potiers séduisent et attirent de nombreux touristes. Je suis contente d'avoir appris à faire de la poterie baoulé et je trouve ça très amusant et drôle de pouvoir faire soi-même. Il décrivait un petit village Tanou Sakassou, et un village de potiers renommé à Bouaké et qui inonde la Côte d'Ivoire de toutes ses œuvres d'art. Dans cet atelier sont conçues des pièces dont la valeur se situe entre 2000 et 150 000 francs CFA. De quoi convaincre le ministère de la Culture de s'impliquer davantage et de mener des actions pour la promotion de ce Made in Côte d'Ivoire par excellence. Nous abordons la page internationale. Le Niger aussi, un nouveau gouvernement, le premier gouvernement de l'ère Bazoum Mohamed. Ce premier cabinet, essentiellement composé de personnalités des partis de la mouvance présidentielle, compte 33 ministres, dont 5 femmes. Un gouvernement renouvelé et rajeuni dans lequel plusieurs jeunes technocrates ont fait leur entrée. Le rajeunissement est à plus de 50% selon plusieurs observateurs. On note que le directeur de campagne du président Bazoum Mohamed, après de brillantes études aux États-Unis et en Grande-Bretagne, est propulsé ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. Il s'agit de Mahaman Sani Mahamadou, 37 ans, et fils du président sortant Mahamadou Issoufou. En France, l'Assemblée nationale a planché sur un sujet éminemment sensible qui suscite des tensions entre députés et ceux qui manifestent plus ou moins ouvertement leur opposition. Il s'agit de l'euthanasie, cette forme de suicide médicalement assisté pour malades souffrant de maux incurables. Un malaise palpable, notamment chez les Républicains et à la République en marche, le mouvement qui soutient Emmanuel Macron. En Europe, l'euthanasie est légale aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg ou encore au Portugal et en Espagne. Mais la tâche s'annonce compliquée pour le député libéral
Liberté et Territoire Olivier Falorni, porteur du projet de loi. 3000 amendements ont été déposés, dont une bonne partie par 5 députés issus du rang de les Républicains. Le dossier ne fait en effet pas l'unanimité au sein de l'exécutif, tenté d'attendre un potentiel second mandat d'Emmanuel Macron, ce qui ne plaît pas du tout aux nombreux partisans du texte, on le devine aisément. Dans le cas du rejet probable de la proposition de loi d'Olivier Falorni, Jean-Louis Touraine, un député, préconise que la majorité soumette son propre texte. Mais il lui faudra convaincre les réticents de son camp, le gouvernement et l'Élysée, et ce n'est pas gagné d'avance. Notez que chaque année, ce sont des dizaines de Français qui décident d'aller mourir dans les quelques pays européens qui autorisent déjà le suicide assisté. On se pose aux États-Unis pour vous faire un point du procès d'Derek Chauvin. Au 8e jour du dit procès pour le meurtre de George Floyd à Minneapolis, la défense tente de prouver aux jurés que ce n'est pas l'ex-policier, mais la drogue qui a tué l'Afro-Américain. Ce mercredi 7 avril, tout a tourné autour de l'interprétation d'une des dernières suppliques de George Floyd, alors qu'il est menotté face contre terre. Eric Nelson, l'avocat de Derek Chauvin, passe et repasse un extrait vidéo difficilement audible et pose cette question au témoin numéro 27. À la seconde écoute, l'agent spécial Ryerson, en charge de l'enquête, finit par répondre que oui, il entend bien George Floyd dire qu'il a pris trop de drogue. Une petite victoire pour la défense, mais une victoire de courte durée. Contre-interrogé par l'accusation quelques minutes plus tard, le témoin numéro 27 se ravise. Non, finalement, il entend en fait George Floyd dire exactement l'inverse. Je ne me drogue pas. Loin d'être anecdotique, la séquence pourrait en fait déterminer le verdict, car rappelez-vous, il suffit pour la défense de convaincre un seul juré pour que Derek Chauvin soit acquitté. Et point final de cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Restez sur les antennes de Live TV et l'information revient en début de soirée. Et nous nous retrouverons ce soir sur le coup de 19h45. Le 12h45 lui revient demain. Même heure, même canal, même fidélité. D'ici là, prenez soin de vous. Et pour ma part, je vous dis déjà à ce soir.